Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Cette vidéo aujourd'hui, elle est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, c'est un jeu de stratégie qui... Bon, je plaisante. Les publicitaires s'en foutent complètement du Foilier dans mes rêves. C'est pas forcément un sujet qui se prête à une analyse sexiste dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un sujet qui va me permettre quand même d'aller vers quelque chose d'assez intéressant, à savoir une écrivaine que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez peut-être pas. Actuellement, il y a une sorte, je sais pas, de méta sur Internet, ça fait un an et demi que ça dure, de personnes qui vous vendent des techniques pour lire beaucoup plus vite, ça se retrouve sur absolument tous les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux des plus jeunes, en particulier TikTok, Instagram. On en retrouve aussi sur YouTube, il y a de la publicité un petit peu partout, on va vous apprendre à lire rapidement. On va vous apprendre à décupler votre niveau de lecture. On dit souvent qu'il faut entre 60 et 80 secondes pour lire une page. Eux, ils vont vous proposer en 20 minutes de pouvoir lire un roman de 200 pages. Ce truc-là, il est basé sur des techniques qu'ils recommandent en expliquant que, en appliquant ces techniques-là, ça ne va pas sacrifier la compréhension du texte. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil à la vidéo de G1000 là-dessus, qui débunk scientifiquement, en fait, tous ces arguments-là. Évidemment, c'est du flan. Mais il y a quand même un truc assez intéressant par rapport à ça. Il y a quelque chose qui, à mon avis, mérite qu'on en parle, parce que ça concerne pas mal de choses. Ça concerne notre rapport qu'on peut avoir aux œuvres, notre rapport qu'on peut avoir également aux artistes, et c'est l'occasion pour moi justement de vous donner un contre-exemple. Contre-exemple absolu de ces bêtises qu'ils vous racontent en vous expliquant que on ne sacrifie pas le sens quand on lit extrêmement rapidement. Donc, cela étant dit, je ne sais pas si vous connaissez une écrivaine qui s'appelle Sylvia Plath, qui est une écrivaine qui a vécu malheureusement de très très courtes années, qui est morte il y a une cinquantaine d'années, qui a mis fin à ses jours très jeune. Je l'ai découverte parce qu'il y avait une émission sur elle qui était passée sur une des chaînes de Radio France, qui était intéressante. Et je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de découvrir une écrivaine que je ne connais pas. Donc elle a écrit quasiment que de la poésie, elle a écrit un roman aussi qui s'appelle La cloche de la détresse. C'est de ça dont je vais vous parler. Ici, là, vous avez un roman qui s'appelle Ariel, un recueil de poésie, qui s'appelle Ariel, qui est son plus connu, c'est celui par lequel j'ai commencé, donc j'ai lu 2 de ses recueils de poésie depuis, et j'ai lu La cloche de la détresse aussi. Et voilà, c'est un petit recueil de poésie, le recueil il se termine à la page, le dernier poème se termine à la page 105, commence à la page 20, donc vous avez 80 pages de poésie, vous voyez, évidemment, les lignes sont sautées, c'est très court. C'est un recueil que, la première fois qu'on le lit, nous prend entre 30 minutes et 1 heure selon votre vitesse de lecture. Voilà, à peu près. Et je vais vous faire une lecture, d'accord ? Je vais vous faire une lecture d'un de ces poèmes qui s'appelle Coquelicot en octobre, que je ne choisis pas par hasard. Et c'est à partir de cette lecture qu'on va réfléchir ensemble à pas mal de choses. Donc là, je cite complètement Sylvia Plath, en tout cas sa traductrice. D'ailleurs, je l'ai également lu certains de ses poèmes en anglais, et je reconnais que la traductrice, j'essaie de retrouver son nom tout de suite, ou le traducteur d'ailleurs, Valérie Rousseau, a fait un travail remarquable, puisqu'elle a choisi de ne pas sacrifier l'authenticité du sexe pour essayer d'y mettre plus de sens. Parce que vous allez voir que ce sont des poèmes qui sont un petit peu complexes, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on ne comprend pas à la première lecture, qu'on n'est pas sûr de comprendre à la deuxième lecture. Et moi, j'ai apprécié ce travail de traductrice qui nous fait confiance en tant que lecteur. Elle nous fait confiance. Voilà ce qu'écrit Sylvia Plath. On ne va pas essayer de rajouter du sens au sacrifice de l'authenticité du texte. Donc, Coquelicot en octobre. Même les nuages au soleil de ce matin ne savent inventer de telles jupes, ni la femme dans l'ambulance, dont le cœur rouge fleurit incroyablement son manteau. Un don d'amour, qu'aucun ciel au feu blafard, qui brûle son oxyde de carbone, que nuls yeux, éteints sous des chapeaux melons, n'ont jamais demandé. Oh mon Dieu, que suis-je, si ces bouches tardives s'ouvrent pour crier, dans une forêt froide, une aurore de chardon. Bien. Bon, je trouve ça magnifique. Si vous souhaitez vous le procurer, c'est pas trop cher, ça coûte que 5 €. La cloche de la détresse est un petit peu plus chère. Je vous recommande pas la cloche de la détresse, on va en reparler un petit peu après. Évidemment, donc cette lecture m'a pris 30 secondes. On va vous donner des conseils de lecture pour lire extrêmement rapidement. Soit, on vous dit ça va pas sacrifier le sens général. Ok, donc vous lisez ce poème, qu'est-ce que vous retenez ? J'imagine que vous avez retenu quelques mots-clés. J'imagine que vous avez retenu le truc des nuages, l'image de la jupe, ce genre de choses. Le mot ambulance qui dénote un petit peu. Pourquoi pas ? Et après ? Et après, en fait. Sylvia Plath, je crois qu'elle est morte à la fin des années 60, elle s'est suicidée très jeune. C'est une chose que de ressentir une détresse un jour dans sa vie, une détresse suffisamment importante pour qu'elle vous donne l'envie ou crée chez vous la nécessité d'aller vous isoler du monde, d'aller réserver
un moment complet de plusieurs minutes, plusieurs heures parfois, un moment consacré à l'écriture, où vous allez vous dire « je ressens quelque chose de douloureux et j'ai besoin de poser ça sur papier, j'ai besoin d'expliquer aux gens, ou peut-être de m'expliquer avec des mots concrets ce que je suis en train de ressentir ». Mais c'est une toute autre chose que d'être à ce point dévoré par une forme de détresse, par une forme de solitude absolue qu'elle développe un petit peu dans La cloche de détresse, son roman, que d'en arriver à s'affranchir de toute forme de structure narrative habituelle et d'aller écrire comme ça un poème qui soit à ce point déstructuré, qui nous montre quoi? Qui nous montre que la détresse de Sylvia Plath, elle est à la fois dans ses mots, donc dans ses sentiments, dans sa mélancolie, mais aussi dans la forme du texte. C'est-à-dire que quand elle écrit Ariel, et ça c'est quelque chose que vous ressentirez si vous prenez le temps de le lire, vous verrez qu'en fait, elle est dans une détresse affective, émotionnelle telle que même ces structures de phrases, on ne les comprend pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où elle a écrit, ça faisait très certainement sens dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle comprenait les images qu'elle voulait raconter. Mais nous, on se retrouve là en tant que lecteur, et là, c'est à double tranchant. Soit on est dans cette sorte de dérive un peu postmoderne, où une œuvre se consomme. Quand on vous dit on va vous apprendre à lire extrêmement rapidement, vous pourrez lire 365 livres par an, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que vous consommiez de l'œuvre. C'est que vous consommiez le plus possible de trucs pour pouvoir dire j'ai lu ça et cocher sur une liste ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Ce truc-là, il se retrouve également sur nos plateformes de streaming, que je déteste bien sûr. Et j'aimerais beaucoup un jour inviter Guim sur la chaîne. D'ailleurs, je le vois de temps en temps, enfin, assez souvent même, donc je pense qu'il n'y aura aucun problème pour lui pour qu'on parle de ça. Vous regardez une vidéo YouTube, là prochainement, je vais diffuser sur la chaîne un entretien qui dure un peu plus de 2 heures, qui va vous passionner. Je ne vous le dévoile pas. Un entretien d'une personne absolument brillante qui va vous parler de la domination masculine et du patriarcat dans la médecine. Vous allez voir, c'est assez incroyable ce qu'elle a à dire. Personne les plus intelligentes avec qui j'ai échangé récemment. Vous allez écouter cet entretien. Elle a un plan qui est très clair. La vidéo va durer plus de 2 heures. Vous allez le mettre en x1,25. Probablement sur YouTube, ou en x1,5. Parce que c'est long, parce que quelque part, ça va pas être très compliqué à comprendre. C'est quelqu'un qui est très très clair dans son élocution, dans sa diction, dans le cheminement de ses pensées. Aucun problème avec ça. Je le fais aussi. Quand je regarde des vidéos un petit peu longues de certains copains, alors il y en a certaines que j'accélère pas. Antoine Goya, par exemple, j'ai jamais accéléré. Mais il y a des vidéos de certains copains que je regarde en x1,25, en x1,5. Parce que voilà, tout me paraît clair et facile à suivre. À partir du moment où cette vitesse de lecture, et puis en plus de ça, pardon, petite parenthèse, mais il n'y a pas forcément, il n'y a pas toujours, c'est même plutôt rare quand on fait un entretien avec quelqu'un, il n'y a pas forcément de volonté artistique, là vous voyez, vous êtes en train de regarder le foyer, il n'y a aucune volonté artistique de ma part, je n'ai à aucun moment pensé à l'impact artistique de mes vidéos. Vous voyez bien, quoi, j'ai aucune réflexion derrière ça, hein, c'est que du discours. Pourquoi pas accélérer? Mais quand vous retrouvez ces mécanismes-là sur une plateforme comme Netflix par exemple, où on vous propose de mettre en accéléré un film ou une série que vous regardez. Moi, je pense que ça doit vous poser une question, en fait. Qu'est-ce que l'œuvre représente pour vous et qu'est-ce que vous représentez pour l'œuvre? Les plateformes de streaming vous proposent du contenu. Mais on ne doit pas accepter de contenu. Parce que la fonction d'un contenu, c'est de remplir un contenant, d'accord? Vous n'êtes pas un contenant. Vous n'êtes pas un contenant. Quel est votre rapport à l'œuvre? Est-ce que vous accélérez la série parce que vous vous ennuyez, ou le film parce que vous vous ennuyez, et dans ce cas-là, c'est une critique à émettre à l'encontre de l'œuvre, qu'un rythme dans une œuvre soit lent, moi, j'ai aucun problème avec ça, au contraire, j'ai tendance à aimer les films contemplatifs, que vous ressentiez un ennui profond dans une série qui est censée être calibrée pour Netflix, écrite pour qu'il n'y ait pas d'ennui, c'est qu'il y a un problème dans l'écriture, à l'évidence. Ou alors est-ce que vous le faites simplement parce que vous voulez vous dire « Ah, bah ça, c'est un classique ». Je sais pas, mettons que vous voulez regarder, je sais pas, j'ai pas réfléchi à un exemple avant, mais L'homme qui tua Liberty Valance, par exemple, extraordinaire film d'ailleurs, et que vous vous disiez « Ah bah, ça manque à ma culture, j'aimerais le regarder, mais quand même, c'est un western, c'est en noir et blanc, c'est les années 50-60, je sais plus. Allez, je le mets en accéléré. » Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez dans une position où vous voulez simplement consommer une œuvre. Donc, vous allez lire Ariel, de façon très rapide, ok? Et vous allez avoir compris, principalement, le sens. Vous allez avoir un rapport à l'œuvre, vous allez finir en disant « Bon bah ok, j'ai lu vraisemblablement le recueil d'une personne qui est dépressive. » Et donc, si on vous fait un test à la fin de compréhension, je vais prendre l'exemple de son roman « La cloche de détresse ». La cloche de détresse, par ailleurs, je ne vous recommande pas, que moi j'ai pas beaucoup apprécié, je peux pas vous le recommander, alors qu'Ariel, j'ai adoré. Lisez Ariel, hein, commandez-le. La cloche de la détresse raconte l'histoire d'une jeune fille qui gagne un concours littéraire dans un journal, qui va être invitée à New York,
dans le journal qui a organisé ce concours littéraire, et elle va côtoyer un petit peu le Gotha de New York. Elle va être extrêmement entourée de personnalités plus ou moins importantes, etc. Et il se trouve que le thème du récit, pour ne rien vous dévoiler de ce qui s'y passe, c'est qu'en réalité, elle a subi beaucoup de violences par le passé, beaucoup de déceptions, et du coup, elle va avoir ces bribes qui vont lui revenir en permanence. Dans les moments où elle est censée être entourée, elle va se rappeler des moments où elle s'est sentie extrêmement seule par le passé. Et le roman raconte, encore une fois, je ne vous dévoile rien, hein, rassurez-vous, raconte qu'un sentiment de solitude, quand il est profond, quand il est puissant, quand il vous saisit au fond de vous, et Sylvia Plath, elle le décrit remarquablement bien, il n'est pas comblable. Parce que vous n'êtes pas des contenants. Et il ne suffit pas de rajouter un contenu dans votre contenant pour vous soulager. Quand vous êtes dans un état de détresse tel que vous vous sentez extraordinairement seul, comme ça a pu m'arriver récemment d'ailleurs, à cause de tout ce qui s'est produit, là, vous le savez, puis le harcèlement et compagnie, et que vous en arrivez à ne même plus ressentir la joie d'être soutenu par des gens qui vous aiment dans votre vraie vie, par les amis vidéastes, par les gens sur mon Discord, etc. Là, vous arrivez à un point, vous êtes obligé de vous poser une question, de vous dire, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit moi, j'axe ma vision vers autre chose, vers quelque chose que je ne devrais pas, soit j'accorde trop d'importance à ce qui se produit autour de moi, ou soit je vais peut-être plus mal qu'il n'y paraît, et dans ce cas-là, il faut que j'aille chercher de l'aide. Et ça, c'est central dans la cloche de la détresse. Mais si vous lisez la cloche de la détresse de Sylvia Plath, en lecture rapide, à la fin, je vais vous donner un formulaire. Pour tester votre lecture comme ils le font dans le championnat de lecture le championnat du monde de lecture rapide. Allez voir la vidéo de Jamie Graham, encore une fois, c'est édifiant, vraiment, c'est édifiant. Vous allez voir que tout ça, pas dire une arnaque, ce serait, mais bon, ça c'est juste un truc très très commercial, très réfléchi commercialement. Vous remplissez un formulaire. Et on va vous dire, bon ben voilà, on va tester votre compréhension du récit, comment s'appelle le personnage principal, vous allez donner le nom du personnage principal, dans quelle ville se déroule l'action principale, vous allez donner le nom de la ville, etc. Ok, on va tester votre compréhension de l'œuvre. Très bien, ok. Vous avez compris la structure de l'œuvre. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment voulez-vous ressentir une œuvre si vous êtes dans une démarche de consommation avec elle? Et là, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, comprenez-moi bien. C'est-à-dire que si votre rapport à l'art, d'une façon générale, c'est un rapport de consommation, vous voulez voir des choses, et que vous n'avez pas un rapport presque primitif en fait à l'œuvre, que vous n'avez pas un rapport très sensible, très émotionnel à l'œuvre, le jour où on va se rencontrer, boire un verre et qu'on va discuter, je sais pas, d'un film que vous avez aimé et moi pas, on n'aura rien à se dire. C'est pas grave. Le but n'est pas non plus qu'on soit d'accord, au contraire, c'est très intéressant d'être en désaccord sur une œuvre. Typiquement, il y a un film de Claire Denis que j'ai détesté, que Guy m'a adoré. Un jour, on va en parler et ça va être très intéressant. Sauf que si d'un côté, il y a une personne qui perçoit l'œuvre comme un bien de consommation et l'autre comme un bien, un ressenti, en fait, on va être sur deux paradigmes différents qui vont nous empêcher de communiquer et de nous comprendre. C'est une évidence. Sylvia Plath, c'est une autrice qui mérite, comme beaucoup d'autres, hein, Virginia Woolf par exemple, bien sûr, mon écrivaine préférée, vous le savez, qui mérite absolument qu'on lui accorde notre temps. Parce que ces autrices-là, ces artistes-là, ont pris un parti pris qui est courageux, en particulier aujourd'hui, de faire confiance au lecteur. Et de dire, je sais très bien ce que je suis en train de produire, je sais que c'est pas aussi facile d'accès, mais je fais confiance aux gens pour se laisser guider par la main et se laisser entraîner dans ma compréhension d'une émotion, ma compréhension d'une situation, qui va me permettre de partager ma vision des rapports humains, de produire une vraie étude de caractère qui peut profondément vous marquer en tant qu'individu. Mais pour ça, et dans Ariel, vous l'avez bien vu avec le poème que je vous ai lu, quand on lit ce poème, alors il se trouve que j'ai la chance d'adorer la lecture et d'être un gros lecteur en plus de ça, et qu'on a l'habitude de lire un petit peu de poésie, c'est moins mon cas, hein. Je ne suis pas un grand lecteur de poésie. On le voit au premier coup d'œil, on voit bien qu'il y a un truc, non pas sur le fond et sur la forme, qui est profondément inhabituel. On voit bien qu'il y a un truc dans la forme de l'écriture de Sylvia Plath qui est tellement en dehors de ce que j'ai l'habitude de lire en poésie, et Virginia Woolf fait la même chose avec la prose. Quand on lit Virginia Woolf, en particulier Les Vagues par exemple, qui est un de mes romans préférés avec Vers le phare, qui est vraiment mon roman préféré de tous les temps de l'univers, aucune discussion possible, aucun roman n'est meilleur que celui-là, on en discute dans les commentaires si vous voulez. On lit ça, et si on a pris l'habitude de lire, si on a la chance d'avoir été éduqué à la lecture, c'est quand même un privilège bourgeois la lecture, hein, je suis tout à fait conscient de ça, hein, et qu'on donne cette chance à l'œuvre, on réalise qu'il y a une cohérence absolument dingue entre le fond du propos et sa forme. Et pour ça, il faut prendre du temps.
Et moi, je suis complètement opposé à ce truc actuellement où tout est mesuré. On trouve des articles sur Internet qui vous disent voilà combien de calories vous allez dépenser quand vous faites un câlin à votre partenaire. Voilà comment vous pouvez augmenter votre niveau de lecture. Tout est devenu compétitif, tout est devenu une affaire de calcul, combien on va perdre de calories, combien ça va nous prendre du temps etc. Je trouve qu'il y a un rapport en fait de ces personnes-là à l'art qui est un rapport assez problématique puisque pour eux, un film, une série, un roman, quelque chose qui va leur coûter du temps. Et donc on va essayer de vous apprendre à économiser du temps. Mais un rapport à l'art qui est sain pour moi, c'est que l'art n'est pas coûteux en temps. Mais pas du tout. Effectivement, il faut du temps pour lire. Il faut du temps, mais pas qu'il faut une disponibilité mentale. C'est sûr qu'avec le travail que je fais, j'ai plus de disponibilité mentale pour lire que si j'étais dans un entrepôt Amazon, avec une oreillette qui bip toutes les 40 secondes, avec le nom d'une allée où il faut que je cours pour aller récupérer le colis avant mon copain pour avoir une prime à la fin du mois. C'est évident, évident. Mais si on décide d'accorder du temps à de la lecture, c'est pas du temps qu'on perd. On ne perd pas de temps. Et quand on donne l'occasion à une écrivaine comme Sylvia Plath d'exister dans notre tête, parce qu'on n'est quand même pas passé loin, Sylvia Plath, de jamais entendre parler d'elle. Ça a été un concours de circonstances dans sa vie qu'elle soit publiée après sa mort. Elle a été publiée de son vivant, excusez-moi, mais qu'après sa mort, ses livres continuent à arriver, et que moi, j'en entends parler en France. Ça s'est joué à Eva, ma meilleure amie, qui me dit « Stéphane, j'ai entendu une émission sur, je ne sais plus quelle station de Radio France. Est-ce que tu connais Sylvia Plath ?» Non, jamais entendu parler. Et voilà. Et on lui accorde du temps, et c'est quelqu'un qui va avoir un impact aussi dans notre vie, en tout cas pendant la lecture. Et je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de ces écrivaines, et de ces écrivains bien sûr, mais vous savez que je présente surtout des écrivaines, qui se sont extirpés de certains codes, en particulier dans la littérature, pour proposer des récits un peu différents. Virginia Woolf, ça ressemble à rien d'autre, quoi. Sylvia Plath, ça ressemble à rien d'autre, qui mérite qu'on leur accorde du temps. Et qu'on ne considère pas simplement leurs œuvres comme du temps à consacrer, de l'énergie à mettre. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. C'était important pour moi de vous en parler et de vous présenter Sylvia Plath. Un peu atypique cet épisode, je le reconnais. Mais écoutez, ça m'a donné l'occasion de vous parler d'une écrivaine qui, à mon avis, vaut le coup d'être lue. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut.